Vendredi, le 15 septembre 2023, on est arrivé vite, pas de thème d'ouverture, alors bienvenue à On Jase, bienvenue à cette toute nouvelle édition. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos collaborateurs invités qui seront là aujourd'hui. Marc-André Dumont et un petit nouveau qui se joint à l'équipe cette saison. André Roy sera là aux alentours de 12h30. Salutations à vous tous, que vous soyez sur les médias sociaux via le rds.ca ou à la télé sur les ondes de RDS. Ben, considérez-vous comme salué. C'est le début du tournoi des recrues. Ce soir, du côté de Buffalo, le Canadien va jouer. On va discuter de tout ça aujourd'hui. On va en jaser avec nos panélistes, mais avec vous également. On va lire vos commentaires, vos réactions. Mais comme à l'habitude, j'accueille mon partenaire de lunch à ce moment-ci, Martin Lemay. Comment vas-tu, mon cher Martin? Ça va très bien. Salutations à tout le monde, que ce soit en direct ou à la télé ou en direct sur le web. On a des problèmes avec certaines plateformes. Je pense que c'est Facebook et YouTube. Ça devrait être réglé sous peu. Toute la grosse équipe technique de RDS est sur le dossier. Salutations particulières aujourd'hui, mon Yannick. Tous ceux qui travaillent les fins de semaine comme des serveurs, les hôtesses de restaurants, les cuisiniers, tout le monde qui travaille en restauration. Tu sais, nous autres, on fait comme « Ah, grosse semaine, on va aller se détendre au restaurant », mais eux travaillent le week-end. Salutations à tout ce beau monde et merci d'avoir choisi On Jase. Alors, comme à l'habitude, on va débuter avec quelques échos de vestiaire, commentaires, quelques joueurs recueillis ce matin du côté de Buffalo, ainsi que l'entraîneur-chef du Rocket de Laval qui dirige le Canadien dans le cadre de ce tournoi des recrues, Jean-François Houle. Last year was a great experience for me. Now it's my second year here, so I know what's going on, how it's going to be, and yeah, I think I grow my game a little bit. Like I got a little bit better strength and more physicality, and I feel like I'm more skilled than I was last year. So yeah, I'm just gonna try to be as best as I can on this tournament. Il y a des bons jeunes défenseurs, tu sais. Je le sais, puis, mais genre, en même temps, je sais ce que je suis capable de faire. Puis, tu sais, ça va juste être de prouver aussi que j'ai ma place d'être un call-up. I feel like I'm still young, still developing. I feel like I'm still trying to figure out how to play the right way here, and just trying to figure out how to make the big league for sure. Émile, j'ai trouvé que pour un joueur européen, il protège très bien la rondelle. Puis il laisse partir vite. Vous allez voir, là, quand il reçoit la rondelle, là, elle ne reste pas longtemps sur son bâton. Oui, je ne me suis pas caché pour le dire, Yann, depuis le début qu'on est revenu en ondes. C'est ma carte cachée, alors que tout le monde dit qu'il n'y a pas de place avec le Canadien. Je pense qu'Emile Henneman pourrait se tailler une place. L'autre affaire, c'est de dire qu'il n'y a pas de place dans une équipe qui finit 32e une année, puis 28 l'an passé. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de place. C'est même trop une bonne équipe. Marc-André Dumont, salut! Sa place. Salut, Martin, Yannick, comment ça va, messieurs? Ça va bien. On est content de te retrouver. Oui, puis la première question qu'on se demande, c'est tu sais, un gars qui ne coach plus dans le Q, puis tu es à Val-d'Or, c'est quoi? Tu t'ennuyais des longs voyages? Oui, bien, dans mon rôle avec la Ligue M18-3, je vais avoir des pratiques des matchs dans la Ligue M18-3. Puis là, ben, c'est mon voyage annuel en Abitibi. Je suis allé à la pratique des Forestiers d'Amossière. Et je suis allé voir mon ami Maxime Desruisseaux, qui est DG entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or ce matin. Je suis allé voir leur morning skate. Ils jouent ce soir un match préparatoire. Fait que c'est pour ça que je suis à Val-d'Or en ce moment, en Abitibi, pour ma première à On Jase cette saison. Fais-tu beau? Fait super beau. Fait super beau. Puis moi, ce que je m'ennuie de plus de l'Abitibi, j'ai habité ici 3 ans et demi, c'est le ciel étoilé, les couchers de soleil. Le ciel en Abitibi est absolument incroyable. C'est vraiment spécial chaque fois que... Surtout l'été, je dois avouer, là, mais l'hiver aussi, là, ou l'automne, quand il fait beau. Là, ben, il fait beau depuis hier après-midi ici, un peu comme dans la région de Montréal, je pense. Alors, il fait beau. Un petit peu plus frais, mais il fait beau. C'est correct. Pour ça, tu portes un petit coton ouaté ce matin. Exactement. Mais c'était tellement un beau coin de pays. Donc, salutations à tous les gens qui nous suivent depuis l'Abitibi. Je sais qu'ils sont nombreux à chaque jour à commenter sur les différentes plateformes. Alors, salutations aux gens de ce beau, beau coin de pays. Marc-André, on va parler un peu du tournoi des recrues. On va parler un peu des jeunes. Puis, il y a un élément que tu voulais nous jaser. Puis, je trouve ça intéressant quand tu m'as envoyé ce sujet-là ce matin. Tu sais, on a vu le Canadien cette semaine qui a renvoyé une espèce de mise à jour des poids et grandeurs des joueurs. Parce qu'évidemment, lorsqu'on arrive au début du camp, il y a les tests médicaux et tout ça.
Tu voulais revenir un peu là-dessus, nous expliquer un peu ceux qui ont du gain de poids, ceux qui ont perdu du poids, parce qu'on a entendu des joueurs cette semaine parler de ça à quelques reprises. Ah, j'ai pris du poids, j'ai pris de la masse. Oui, puis c'est assez primaire comme information. Puis je comprends tout à fait les équipes professionnelles de ne pas divulguer l'indice de masse corporelle, mais l'indice de masse corporelle, il faut qu'il se lise en même temps que le poids. Tu ne peux pas juste prendre une des deux données puis de faire un genre de bilan à première vue de l'été de cet athlète-là, surtout quand ils sont très jeunes. Fait un gars qui prend... on va prendre Reinbacher. David Reinbacher a pris 15 livres, mais il a pris 1 pouce. 1 pouce, là, pour un adolescent là, de 16 à 20 ans, parce qu'ils grandissent encore, là, c'est à peu près 10 livres. C'est 9-10 livres en partant quand tu prends 1 pouce. N'importe quel jeune de 16, 17, 18 ans, même s'il ne s'entraîne pas, même si ce n'est pas un athlète, sur une période où est-ce qu'il va prendre 1 pouce, c'est à peu près ça, 9-10 livres. Donc, en partant, 9-10 des 15 livres sont expliqués juste là. En théorie, il a peut-être juste pris 5 livres de masse cet été. Et là où l'indice de masse corporelle est important, puis dans le fond, c'est le pourcentage de gras, ça. Et le pourcentage de gras, c'est important parce que, par exemple, un gars de 200 livres qui quitte au mois d'avril à 15 % de gras, ce qui est très élevé comme indice de masse corporelle, mettons qu'il est à 15, puis il revient au mois de septembre encore à 200 livres, mais à 12 % d'indice de masse corporelle. Bien, il a perdu 3 % de gras. Ça, c'est 6 livres de masse maigre qu'il a pris. C'est 6 livres de muscle qu'il a pris. Fait que son 200 livres, il est pas mal plus efficace au mois de septembre qu'au mois d'avril. Puis on s'entend, c'est rare qu'un jeune de cet âge-là revienne exactement au même poids. Alors souvent, par exemple, on prenait le poids dans le junior, je suis certain dans la Ligue nationale, c'est les mêmes réflexions. C'est que, mettons, ton gars part au mois d'avril à 200, il revient au camp, puis il pèse 205. Là, on avait dit, il faut que tu prennes la force, il faut que tu mettes du muscle sur ta charpente. Puis là, on peut se dire, ouais, mais c'est juste 5 livres. Ouais, mais c'est 5 livres plus peut-être le pourcentage de gras qui a baissé de 15 à 12 %, donc 6 livres. Ça fait 11 livres de masse musculaire. Alors, c'est important de considérer ça. Alors, nous autres, évidemment, du côté où est-ce qu'on est, Yannick puis Martin, on est du côté des médias, des amateurs, puis on reçoit l'information que l'organisation donne, que, bon, tel joueur a pris tant de livres, a grandi d'1 pouce, 1/4 de pouce, 3/4 de pouce, etc. Donc, on peut essayer de faire ce calcul-là avec le nombre de pouces gagnés, mais en même temps, il faut être prudent de dire il est trop pesant ou il va avoir perdu de la vitesse. Parce qu'aujourd'hui, les entraînements estivaux sont tellement bien détaillés, puis il y a tellement de bons professionnels que les gars travaillent pour développer leur explosion, là, pas pour devenir des haltérophiles aux Jeux olympiques. On rappelle aux gens, il y a des gens qui viennent écrire sur la page On Jase YouTube, ça ne fonctionne pas. Les gens d'RDS, ils travaillent présentement. Un petit pépin de ce côté-là. Vous pouvez suivre sur rds.ca ou à la télévision. Mathieu, si jamais il y a d'autres endroits où on peut suivre On Jase, écris-moi-les, c'est les deux que je connais. Je ne sais pas, sinon, je ne l'écoute pas, je le fais. Fait que je ne sais pas si où qu'on le regarde. Je sais qu'il y en a qui rient de ça quand certaines personnes s'emballent avec les changements de taille, de grandeur, de poids. Il y a quelqu'un qui me fait rire sa messagerie texte, c'est Éric Lévesque, qui disait « Moi, je suis 5 et 5, je peux te dire qu'un pouce, ça fait une différence. Mais pour l'amateur de sport, moi, quand j'ai vu Reinbacher, c'est pas 6 pieds 2, c'est 6 pieds 3, puis on sait qu'il a été repêché comme un défenseur mobile. Lui-même en a parlé dans ses extraits hier, je crois, en disant qu'il considère qu'il a toujours la même mobilité. Ça commence à être... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner comme défenseur, mais si tu es mobile, puis tu es 6 pieds 3, 200 quelques livres, tu commences à avoir des outils à maudit dans ton coffre d'outils. C'est super intéressant. C'est très intéressant. Puis, tu sais, le défi, c'est la coordination. Hein? Parce que quand tu prends un pouce, là, tes doigts rallongent, tes bras rallongent, tes jambes rallongent. Donc, ton cerveau doit s'habituer à toutes ces nouvelles grandeurs-là. Là, puis le hockey étant un sport très rapide avec beaucoup de dextérité requise offensivement. Tu maintiens la rondelle, tu fais des passes, tu reçois des passes du revers, tu prends des tirs sur réception. Donc,
Évidemment, il n'a pas poussé d'1 pouce en une nuit. Là. Il ne s'est pas couché un soir, le lendemain, il mesurait 1 pouce de plus. Là. C'est millimètre par millimètre. Mais il reste que le cerveau n'est pas encore habitué à tous ces éléments-là. C'est pour ça que quand tu regardes un joueur d'âge junior, des fois, il n'est pas coordonné. Des fois, avec la fatigue, il va tomber plus facilement. Il va être moins stable dans les batailles 1 contre 1. Mais là, au fur et à mesure qu'il va prendre possession de son corps, comprendre la longueur, la portée qu'il a, bien là, à ce moment-là, ça va devenir là, un joueur plus mature, là, vers 21, 22, 23, 24 ans, etc. Donc, ça, c'est super intéressant, mais tu sais, je me répète peut-être, l'indice de masse corporelle est le plus important, l'élément le plus important dans l'équation au niveau du poids, de la prise de poids. Puis ça, c'est sûr que c'est mesuré. Quand j'étais dans le junior, on le mesurait plusieurs fois durant l'hiver, donc durant la saison, en début de saison, une autre fois en automne, après Noël, puis en fin de saison. Puis même des joueurs, des fois, le demandaient. Ça prend un appareil spécifique là, pour mesurer ça. Donc, il faut que ça soit mesuré toujours de la même manière. Parce qu'il y a différentes manières de mesurer ça. Donc, d'une équipe à l'autre, par exemple, là, quand on faisait des transactions, des fois, le gars nous arrivait, puis le pourcentage d'indice de masse corporelle qu'on recevait de l'autre équipe n'était pas le même que nous autres, on prenait. Alors, ça va être super intéressant, Ryan Backer, de le voir évoluer. Puis je pense qu'il va falloir, même si c'est un choix de première ronde, puis qu'il y a de la place. Puis Martin, je suis d'accord avec toi, là, une équipe qui finit 32 puis 28, là, c'est une équipe qui est ouverte à faire des changements dans son alignement. Là. Il y a des jeunes qui arrivent et qui font un bon travail, mais je suis toujours porté avec des défenseurs d'être prudents, de s'assurer qu'on peut leur permettre de vraiment bien s'outiller avant de rentrer puis de devenir là, des réguliers dans la Ligue nationale. Caden Goulet, c'est un bon exemple. Lui a été en mesure rapidement de bien saisir sa chance puis d'être vraiment confortable dans presque toutes les phases de jeu. L'an passé, à certains moments, c'était le meilleur défenseur du Canadien. Donc, mais des défenseurs comme Caden Goulet, il n'y en a pas chaque année qui se présentent au camp. Marc-André, le camp des recrues, le tournoi des recrues, le camp de sélection, peu importe, c'est aussi un bon moment pour le personnel d'entraîneur de commencer à mettre en place un système, créer de bonnes habitudes. Oui, on va faire l'évaluation, mais on a un travail énorme que l'on doit accomplir du côté du personnel d'entraîneur. Et ça commence ça a commencé en fait dès cette semaine. Là. Il y a un premier match ce soir, mais j'imagine que vous autres, les coachs, là, ça fait longtemps que vous avez préparé tout ça, puis vous commencez à rentrer ça dans le coco des joueurs là. Bien, tu sais, on a parlé beaucoup des joueurs cette semaine. Tu sais, on parlait de Ryan Backer, on parlait de Owen Beck, on parlait de toutes sortes de joueurs qui vont être là au camp des recrues. Dans le bureau des entraîneurs de Jean-François Houle ou Martin Saint-Louis, on parle d'habitude, on parle de l'identité, on parle du système de jeu, puis on parle de la préparation de l'équipe et des joueurs pour le début de la saison. Pourquoi? Parce que le camp d'entraînement là, est primordial dans les niveaux professionnels, surtout la Ligue nationale, aussi dans la Ligue américaine, puis ça a le plus d'importance, le camp d'entraînement, que dans le junior, par exemple, parce que dans la Ligue nationale, on pratique quasiment plus après ça, le reste de la saison. Il y a des séquences là, de 24, 25 matchs sur 50 jours. Donc, c'est un match à tous les 2 jours ou presque. Donc, le camp d'entraînement est extrêmement important. Puis, dans un camp, les entraîneurs se disent tout le temps, nos standards, quant à nos habitudes, à notre identité d'équipe, ne pourront jamais être plus élevés qu'au camp. Alors, il faut que les standards soient hyper élevés. Donc, dans le bureau des coachs, cette semaine, à l'extérieur du bureau, on parlait des joueurs, puis on parlait des combinaisons, puis on parlait de quel joueur a peut-être une chance, puis quel joueur est arrivé en forme, puis tel joueur est resté en pension chez Paul Byron dans le dernier mois, etc. Mais à l'intérieur du bureau des coachs, là, on parle du système de jeu, on parle des habitudes. Les habitudes, c'est, par exemple, comment on réagit sur un retour de lancer en zone offensive. Les habitudes aussi en termes de, par exemple, je vais donner un exemple de langage corporel. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui misent là-dessus dans le niveau professionnel aujourd'hui. Ils veulent des joueurs, ils veulent un bon langage corporel sur le banc, sur la patinoire. Parce que, bon, évidemment, il y a des spectateurs, mais aussi parce que c'est contagieux. C'est un mauvais langage corporel, le gars qui frappe son bâton sur la bande, le gars qui slame la porte, ou qui lève les yeux au plafond, au ciel quand il ne reçoit pas la passe sur un 2 contre 1. C'est du mauvais langage corporel. Donc, ça, c'est des habitudes. C'est un exemple d'habitude que les entraîneurs vont mettre énormément
de focus durant le camp d'entraînement parce qu'ils ont du temps, parce que les joueurs sont attentifs, veulent faire l'équipe, ils veulent avoir un bon rôle dans l'équipe, ils veulent donner une bonne première impression à leurs coéquipiers, à eux-mêmes, puis aux entraîneurs dès le départ. Donc, ça, c'est des éléments que les coachs, là, Jean-François Houle, Martin Saint-Louis, avec leur staff, là, discutent là, à longueur de journée, il n'y a pas de doute. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Selon toi, il y a l'aspect junior, mais je pense que c'est différent dans la Ligue nationale de hockey. Les coachs, quand ils sont dans le fameux bureau, je vais donner un exemple. Jean-François, il a été honnête, il a dit les combinaisons viennent d'en haut. On veut voir Beck avec Roy et Emil Henneman. Je présume qu'on se dit qu'Emil Henneman est le plus près. Beck et Joshua Roy sont peut-être les plus beaux espoirs. Dans le bureau, là, quand on a les trios, là, puis les Gorton, les Hughes, les Martin Saint-Louis, puis que c'est ces trios-là qui demandent, ils ont-tu vraiment les yeux ouverts à dire un tel pourrait remplacer dans notre line-up, impressionne-nous, ou c'est le contraire, ils se disent vraiment ça prendrait une méchante surprise pour qu'un de ces gars-là monte? Est-ce que les entraîneurs se disent ça? Oui, ben, tu sais, Jean-François, lui, il l'a dit, là, il jouait ce qu'on lui demandait de jouer. Là. Fait que lui, ses attentes, là. Mais si c'est des trios qui sont demandés par la haute direction, ça doit être parce qu'ils veulent voir certaines choses, je présume. Oui. Bien, c'est parce que c'est une phase d'évaluation. Donc, dans la phase d'évaluation, tu n'es pas dans la phase de coaching. Là. Tu ne coaches pas ton équipe en saison régulière. Là, fait que dans la phase d'évaluation au camp, c'est tout à fait légitime que ce n'est pas les entraîneurs qui ont le dernier mot sur les combinaisons de trio parce qu'on est en train d'évaluer ces gars-là. L'évaluation là, que Jeff Gorton, puis Kent Hughes, puis Martin Saint-Louis font là, de plein de joueurs, Joshua Roy, Logan Mailloux, Owen Beck, c'est pas une évaluation uniquement pour cette année, c'est aussi pour la projection dans le futur. Dans 2 ans, qu'est-ce que ce joueur-là va pouvoir nous apporter? Dans 3 ans, où est-ce qu'on pourrait peut-être le projeter dans l'alignement? Je te dirais même, Martin, je sais que dans le junior, c'est totalement différent. Dans le junior, j'étais directeur général et entraîneur-chef. Puis au camp, quand le recruteur-chef me disait « Tu peux-tu mettre ces 3 gars-là ensemble en avant durant un match blanc contre noir ou dans les premiers matchs préparatoires alors qu'on est encore en train de finaliser l'équipe? » C'était oui instantané. Je disais « Pas de problème. Tu veux voir ces 3 gars-là ensemble? » Des fois, je disais « Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va les essayer. » Fait qu'on les mettait ensemble parce qu'on est dans un processus d'évaluation. Pardon? C'est le temps de le faire. C'est le moment de l'année où tu peux faire ça. Là, c'est à ça que ça sert. Tout à fait, tout à fait. Ces combinaisons-là, il y a des discussions. Il y a des discussions entre les entraîneurs puis Jeff Gorton, Kent Hughes aussi, là, parce que Jean-François Hull, évidemment, lui, c'est l'entraîneur-chef du Rocket. Fait que, mais Martin Saint-Louis pourrait dire, j'aimerais vraiment ça voir un tel avec un tel. Puis là, Jeff Gorton puis Kent Hughes vont passer le message. Puis des fois, Jean-François Hull, après le match là, de ce soir, il va peut-être dire à Kent Hughes, puis peut-être au staff, dire ça serait pas mauvais d'essayer un tel avec un tel parce qu'il y a eu des excellentes présences en deuxième moitié de match, puis on pourrait peut-être l'entourer un peu mieux ou on pourrait peut-être lui donner une promotion. Donc, c'est des discussions qui... Mais le but, en ce moment, tournoi des recrues, c'est de l'évaluation. C'est simplement ça. Oui, puis moi, Marc-André, on parle beaucoup, puis Martin en parle, il avait raison d'Emil Heinemann qui pourrait créer une surprise, mais tu veux nous parler de 2 gars en particulier, puis je vais commencer avec Joshua Roy, parce que lui aussi, de là à dire qu'il va faire le grand club, peut-être pas, mais je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait quand même nous surprendre et arriver à Laval dans un rôle assez important, un rôle offensif très important, parce qu'il y a quand même un peu de bon vécu là, dans le hockey là, de haut niveau. Là. Bien, ce qui est intéressant avec Joshua Roy, c'est sa progression fulgurante. Rappelons-nous que dans le junior, c'est un choix premier au total des Sea Dogs de Saint-Jean. Ouais. Ça n'a pas fonctionné à son goût. Il a exigé une transaction, ou exigé en tout cas, il a été transigé. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de fois que quand ça se passe dans le junior, c'est pas un changement. Le gazon n'est pas toujours plus vert ailleurs. T'sais. Dans son cas, ça a été instantané. Il est arrivé avec le Phoenix de Sherbrooke. Stéphane Julien a fait tout un travail avec lui. Il s'est développé. Puis à sa première année avec le Phoenix de Sherbrooke, j'avais jasé avec Stéphane Julien, puis il m'avait dit, écoute, c'est sûr que quand on perd la rondelle, puis sur le plan défensif, il y a encore un peu de progression à faire. Là. Il dit, il n'est pas encore rendu là, mais il dit, il y a vraiment un engagement. Il s'engage, il veut vraiment se développer. Et là, on l'a vu avec l'équipe Canada Junior.
parce qu'il est arrivé là et il a gravi les échelons. Il a commencé comme 13e attaquant, 4e trio. C'est devenu un joueur hyper important qui évoluait en désavantage numérique. Et ça, quand j'ai vu ça, puis quand je l'ai vu performer, je me suis dit, wow, c'est vraiment un revirement de situation pour lui, alors qu'il était vraiment stationné dans un rôle hyper offensif, une identité hyper offensive, avec les Chevaliers de Lévis dans la Ligue M18-3, ensuite avec les Sea Dogs. Puis graduellement, il a ajouté des cordes à son arc. Je trouve que c'est un modèle extraordinaire pour tous les jeunes joueurs québécois qui aspirent à devenir des pros, qui veulent être repêchés dans la Ligue nationale, qui veulent être repêchés dans la LHJMQ, de montrer que t'es pas... je vais utiliser une expression anglophone, là, one-trick pony. T'sais, un one-trick pony, c'est-à-dire un gars avec une aptitude ou avec seulement une corde à son arc. Et donc, cette adaptation-là, j'ai hâte de le voir au tournoi des recrues. Je pense qu'il va devenir un joueur important avec le temps au Rocket de Laval et je pense qu'il va finir par cogner à la porte du Canadien à un certain moment donné parce que son aptitude à apprendre à se développer, elle est là. Il l'a, ça. Il l'a mise en place dans les dernières années. Puis tous les joueurs qui se présentent ce soir ou en fin de semaine au tournoi des recrues, l'aptitude la plus importante pour eux dans leur carrière, c'est le développement. Puis comment tu te développes? Avec le temps, puis en travaillant fort. Donc, Joshua Roy, lui, il l'a, puis ça va être intéressant. C'est un des joueurs que j'ai bien hâte de voir. Plusieurs commentaires sur la messagerie texte. Joël Côté, Vivanti, salutations. Claude Marion, Pascal Lapointe, Mathieu Poulain, Antoine Lorrain Lalonde. Il y a François Saint-Laurent qui dit « La lenteur tortueuse ». Bon. De Joshua Roy m'inquiète beaucoup. On verra comment il pourra s'adapter. Moi, la question que je vais te demander, c'est Joshua Roy a fait une prise en main à la suite de sa transaction des Sea Dogs à Sherbrooke. Ça a fonctionné. À sa deuxième année avec le championnat mondial junior, il était le couteau suisse, on l'utilisait en désavantage, en avantage. C'est le gars, finalement, on a dit crime, lui, il fonctionne avec un tel, avec Bédard, peu importe. Tu as Owen Beck qui n'a pas fait l'équipe canadienne. On l'a rappelé en urgence, mais il n'était pas sûr. Ça veut-tu dire automatiquement que Joshua Roy est en avance sur Owen Beck ou la différence d'âge fait en sorte qu'on ne peut pas dire ça? Les deux se valent. Là. La différence d'âge est énorme à cet âge-là. Un 18 versus un 19, un 17 versus un 18. Donc, il faudra voir avec le temps. Mais aujourd'hui, Martin, il n'y a aucun doute dans mon esprit que Joshua Roy est en avance sur Owen Beck. Là, on va mettre le bémol que ce n'est pas le même groupe d'âge. Là. Ils ont 1 an de différence. Owen Beck, je l'ai vu jouer durant tout le tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops. Évidemment, on est en fin de saison. Il y a de la fatigue. Il y avait peut-être des bobos. Toutes les équipes ont des bobos à Coupe Memorial. Là. Je veux dire, des fois, c'est le 2 tiers de ton équipe qui passe à l'infirmerie avant le match pour un taping ou un traitement avec le physio. Donc, vraiment, Owen Beck m'a démontré à la Coupe Memorial qu'il n'est pas prêt à jouer dans la Ligue nationale et qu'il va devoir avoir un stage dans la Ligue américaine pour peaufiner son jeu sans la rondelle, pour être un petit peu plus efficace dans ses présences. Ses présences étaient un petit peu longues. Je l'ai mentionné en ondes, je l'ai mentionné à Stéphane Leroux également quand on était là-bas. Et évidemment, ça peut changer en 1 an. Là. Je veux dire, en 1 an, il peut avoir une progression phénoménale puis être capable de jouer dans la Ligue nationale à 20 ans tout de suite. Mais moi, je pense qu'il va devoir passer par la Ligue américaine éventuellement. Belle fin, ça, pour nous amener vers la pause télé. Les gens à la télé, ça se poursuit sur le web et on poursuit la discussion en compagnie de Marc-André Dumont. Un autre joueur, Marc-André, que tu voulais nous jaser, puis c'était intéressant, là, tous les éléments que tu apportais à propos de Joshua Roy. L'autre, on en parle un peu plus cette semaine et de plus en plus proche de Montréal, c'est Logan Mailloux. Bien, Logan Mailloux, c'en est un autre qui a eu sa traversée du désert, qui a eu des difficultés dans les années passées. Il a passé au travers. Puis beaucoup de monde ont hâte de le voir évoluer en fin de semaine. Probablement qu'il va être invité au camp du Canadien. Moi aussi, j'ai hâte de le voir évoluer. Mes yeux et mes oreilles dans la Ligue junior de l'Ontario me disent que c'était un joueur all offense. C'est un mot qui est revenu là, tout offensif. Là, il était vraiment porté sur l'offensive, avec les Knights de London. Et ce mot-là, cette combinaison de mots-là, all offense, je l'ai reçu par texto de plusieurs contacts. Donc,
vraiment, la question, ça va être défensivement. Où en est-il sur le plan défensif? Parce que dans le junior, avec son talent, avec sa portée, bien évidemment, c'était facile pour lui de défendre. Il n'était pas obligé nécessairement d'être bien placé, juste placé à moitié, puis il pouvait stopper le jeu. Il pouvait récupérer un jeu par son niveau d'aptitude. Mais là, quand il va arriver dans le professionnel, ça ne passera pas. Il va falloir qu'il soit bien positionné, il va falloir qu'il ait des bonnes lectures, il va falloir qu'il marque de façon intelligente le bon joueur. Donc, ça va être le défi. Je pense qu'offensivement, on risque de voir des belles choses et c'est là des fois qu'on s'emballe. On le voit prendre des bons lancers, faire des montées en possession de la rondelle, puis là, on se dit hey, « wow, c'est extraordinaire ». Puis les défenseurs, là, les gars, il faut être plus patient que pas patient. Parce que il y a beaucoup d'aptitudes ou il y a beaucoup d'éléments à lire. Un attaquant qui n'est pas encore en pleine maturité défensive, tu le mets sur un trio avec 2 autres joueurs, puis tu as 2 défenseurs en arrière puis un gardien qui peuvent compenser à l'occasion des petites erreurs de marquage ou de positionnement ou de prise d'information. Mais un défenseur, c'est plus dur, c'est plus vulnérable. Puis quand on monte un gars trop vite, comme Victor Mété, par exemple, bien, ça peut 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, mal paraître. Nicolas Baudin, qu'on a connu avec le Rocket de Laval, j'ai hâte de le voir au camp du Canadien lui aussi. Bien, Nicolas Baudin a joué 24 matchs avec les Hawks de Chicago dès l'âge de 21 ans. Mais il n'en a pas joué l'an passé de match dans la Ligue nationale. Fait est-ce qu'il est monté peut-être un peu vite avec Chicago? Chicago a peut-être fait la même erreur avec Kirby Dach qui a connu un regain de carrière incroyable avec le Canadien après avoir quitté Chicago. Donc, il faut faire attention avec Logan Mailloux. Offensivement, oui, il va générer des choses, il va avoir des belles montées, il va faire des jeux à l'emporte-pièce, il n'y a pas de doute. Par contre, défensivement, s'il n'est pas prêt encore, il n'y a rien de mal à l'envoyer avec Jean-François Houle, Martin Lapierre à Laval, puis qui peaufine cette partie-là de sa game. Non, puis tu sais, un peu comme Arbor Xhekaj l'an dernier, il va falloir qu'il force la main. T'sais, Logan Mailloux, il faut qu'il arrive au camp des recrues, puis il faut qu'il soit la meilleure recrue. Il faut qu'il arrive après ça au camp du Canadien, puis qu'il soit meilleur que Barron, puis de peu importe qui on va essayer de mettre à droite. Sinon, ça ne donne rien d'étirer l'élastique puis de dire « Hey, on va l'essayer ». Tu sais, si c'est « on va l'essayer », ça ne donne rien. Logan Mailloux, il a passé presque 1 point par match dans le junior avec une fiche de plus 15, plus d'1 point par match en séries éliminatoires. Je pense que c'est 24 en 21 pendant les séries éliminatoires pour Logan Mailloux. Fait intéressant, je reviens sur Beck et Joshua Roy. J'étais après calculer leur âge. Joshua vient d'avoir 20 ans en août, tout juste. Et là, j'étais là, 20 ans. Owen Beck est né en février, c'est 6 mois. Et Mathieu m'écrit, c'est exactement 181 jours de différence seulement entre les deux. Fait que tu vois, ils sont quand même plus proches que moi, en tout cas, je pensais en termes d'âge. Des fois, il faut faire attention, tu sais, d'oublier que Joshua Roy, je ne sais pas, en langage de hockey, midget, bantam, comment on appelle ça, un early, un late. En tout cas, il était parmi les plus jeunes de sa classe. Tu as raison, Martin. C'est juste que tu as raison pour le 6 mois d'âge. Et c'est un facteur à considérer. C'est la saison junior de moins que Owen Beck a. C'est une saison complète. Donc, évidemment, avec le temps, ça va se rattraper. Puis peut-être que dans 3-4 ans, Owen Beck va avoir surpassé Joshua Roy. Je le souhaite pour Owen Beck. Mais en ce moment, Joshua Roy est plus complet, plus mature. J'ai hâte de voir. Owen Beck devrait normalement jouer avec l'équipe Canada Junior. Je serais très surpris qu'il ne soit pas là en décembre. Fait que ça va nous donner, à Stéphane et moi, puis tous les amateurs qui suivent le tournoi, là, une belle occasion de le voir à un niveau, sur le plateau mondial, comment il va se débrouiller. Oui, puis ça sera un peu comme Joshua Roy, si tu veux. La première année, Roy n'était pas dans l'équipe, ou en tout cas n'était pas un joueur important. Après ça a eu lieu pendant l'été. Il a été rappelé au mois d'août. Ouais. Il a été rappelé au mois d'août. Il n'était pas sa première édition, par exemple. Parce qu'il y a plein de joueurs qui sont désistés. Puis il avait fini le tournoi, ou il avait joué le tournoi à certains moments avec Mason McTavish, le capitaine, sur le premier trio. Oui. Puis là, l'an passé, il était une pièce importante de l'équipe. Puis Owen Beck, un peu comme Joshua Roy, qui n'avait pas fait l'équipe où il avait été dernier coupé, je pense, à version hiver. Même chose pour Owen Beck. Peut-être que cette année, il aura un rôle plus important. Puis que, encore là, moi, je crois, il faut que tu vives ces expériences-là pour arriver prêt pour la Ligue nationale de hockey avec un bagage d'expérience, oui, mais une confiance certaine. Tu ne veux pas que le kid arrive ici puis
il est habitué d'être le meilleur défensivement puis de neutraliser l'adversaire, puis qu'il arrive ici, que tout il passe à côté, puis il fait OK, moi, c'est ça ma force dans la vie, puis je ne réussis pas à l'appliquer. Oui. Non, tu as raison. Ces expériences-là, c'est ces expériences-là qui forment les joueurs. Joshua Roy les a utilisées une après l'autre, probablement dans sa première rencontre avec Stéphane Julien à Sherbrooke. Il s'est ouvert, puis Stéphane s'est ouvert aussi, puis il a saisi l'occasion, puis ensuite avec Équipe Canada Junior. Donc, Owen Beck doit passer à travers ces étapes-là pour faire carrière dans la Ligue nationale. Nous sommes de retour en compagnie de Marc-André Dumont et notre prochain collaborateur va se joindre à nous parce que je pense que ton dernier sujet, Marc-André, à propos de Mike Babcock, risque d'interpeller également notre prochain collaborateur, André Roy, à qui on souhaite les bienvenus à bord de cette belle équipe de On Jase. Salut André! Salut Yann, salut Martin, salut Marc-André, ça va bien? André! André, ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. On voit que tu t'équipes d'un micro, là, parce que oui, avec ses écouteurs, il a l'air tout sérieux. Ben oui, absolument. Sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Vas-y, Yann. Non, ben vas-y. C'est un sujet, comme j'allais dire la même chose, là, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et un sujet qui polarise, je pense. Puis Marc-André, tu voulais en parler, puis on va commencer avec toi, puis André pour enchaîner. Ensuite, Marc-André, on va te libérer. Mike Babcock à Columbus qui fait jaser de lui. Là, il y a une histoire qui est sortie à propos d'une rencontre avec Boone Jenner, des photos du cellulaire et tout ça. Tu avais envie de jaser de ça un peu parce que le gars est absent de la Ligue nationale. Bon, on connaît l'histoire là, depuis 2019. Il revient, il n'y a pas un match de jouer puis il y a déjà une controverse. Bien, j'ai hâte d'entendre André sur ce sujet-là parce que, évidemment, il a joué dans la Ligue nationale, donc il y a cette expérience-là. J'ai été, moi, dans le junior, puis dans une chambre de hockey, je pense, à presque tous les niveaux, là, surtout junior, Ligue américaine, Ligue nationale. Tu sais, il y a un lien de confiance. Tout le monde se fait confiance dans le vestiaire. Puis ce lien de confiance-là, là, il est automatique, puis il est attendu et il est respecté. Tu sais, un joueur qui te parle de ses problèmes avec sa blonde ou avec sa femme dans le vestiaire, ça sort pas du vestiaire, tu sais. Et cette confiance-là, tu ne peux pas en abuser, tu peux pas donner apparence que tu en abuses. Là, ben, l'histoire de Mike Babcock, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, c'est qu'il aurait demandé à certains joueurs d'afficher sur l'écran télé les photos qu'ils ont dans leur cellulaire pour apprendre, supposément apprendre à connaître la famille. Et donc, là, c'est une zone grise. Là, on n'était pas là, personne. Là, fait qu'on entend des histoires à gauche puis à droite. Évidemment, l'Association des joueurs de la Ligue nationale fait enquête là-dessus. En ce moment, on va finir par savoir l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que le lien de confiance, quand il y a apparence qui a été brisée, c'est très dur de le réparer. Et donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui en ressort de tout ça. Là. Mais, tu sais, c'est des choses comme entraîneur, puis comme dans un staff. C'est pour ça que le livre de Pierre Gervais, l'an passé, a créé des remous chez le Canadien. Puis les joueurs étaient mal à l'aise de commenter les histoires dont ils parlaient, parce que c'était des histoires qui étaient trop récentes puis qui auraient dû rester dans le vestiaire. Une histoire qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça, c'est une autre histoire. Là. Ça, surtout les histoires positives, c'est correct, là, tu sais. Et donc, ça met les équipes, les joueurs, les entraîneurs mal à l'aise quand il y a des choses à l'intérieur, à l'interne qui quittent, qui sortent. Et donc, en ce sens-là, si le lien de confiance a été brisé entre Babcock et puis les joueurs, ça va être extrêmement difficile de réparer ça. André? Ah, absolument. Bien, souvenez-vous, gars, à Toronto, là, il y avait une histoire qui avait sorti sur le fait que Babcock avait rencontré Mitch Marner puis il avait demandé qu'est-ce qu'il pensait de chaque individu. Puis là, devant la chambre avec les coéquipiers, il avait sorti ça devant tout le monde. Mitch Marner, il se sentait comment par rapport à ça? Il pensait qu'il y avait une confiance entre les deux joueurs, mais non. C'est ça, Mike Babcock. Là, je ne sais pas, il est encore tôt, comme Marc-André a mentionné dans l'histoire. Il est en quête. Mais il y a une façon de faire pour commencer à connaître chacun de tes joueurs. Tu sais. Ça, j'ai jamais entendu ça en passant dans ma carrière. J'ai jamais eu d'entraîneur, peu importe, évidemment. On n'avait pas toute la technologie d'aujourd'hui, mais de demander à avoir le téléphone. Tu sais, il y a deux facettes par rapport à ça. S'il a vraiment juste demandé de voir des photos pour connaître sa famille,
c'est déjà là que je trouve ça un peu différent. Ben, c'est intime pas mal. Oui, c'est intime, c'est une chose, mais s'il donne le téléphone au complet, puis là, il se met à regarder tout ce que le joueur dans son téléphone, ça, je trouve ça c'est vraiment... C'est du jamais vu, puis je trouve que c'est pas correct. Parce que comme tu dis, Yann, c'est intime, c'est personnel, puis là, ça dépasse la limite. Fait que peut-être une ouverture pour... parce que là, il y a des rumeurs qu'on parle peut-être même qu'il serait remercié. Il n'a même pas commencé à coacher, puis il serait peut-être remercié. Ça l'ouvre la porte à on sait qui, Patrick Roy. Bon, ça y est, il part la machine à rumeurs. En tout cas, oui, Patrick, mais n'oubliez pas, il y a Pascal Vincent qui n'est pas dans un rôle d'assistant, qui est dans un rôle de... C'est quoi le niveau après assistant? C'est... Entraîneur associé. Associé. Fait que peut-être qu'on lui donnerait les guides de l'équipe à lui. Marty Walsh de la NHLPA et son assistant Ron Hensey ont rencontré les joueurs des Blue Jackets hier et plusieurs sources disent que les conversations ont été intenses, que quand l'histoire est sortie par Paul Bissonnette, les joueurs, entre autres Boone Jenner et Johnny Gaudreau, avaient dit il n'y a pas de souci à avoir là. Mais là, ça a l'air que leur version aurait changé, ce qui inquiète les dirigeants du NHLPA, que Boone Jenner et Johnny Gaudreau auraient sorti en disant non, c'est même ça me fâche de voir que c'est monté en épingle comme ça. Donc, il y aura investigation. Il y a même Darren Dreger aujourd'hui qui a dit je ne suis pas en train d'annoncer qu'il va être congédié. Il dit je ne suis pas en train de prédire qu'il va être congédié. Mais il dit ça se pourrait qu'il le soit si jamais l'enquête montre que c'était inapproprié. Moi, pour vrai, la vérité, c'est que je me dis, en tout cas, j'ai parlé avec Guy, parlé avec plein de coachs, Bob, Claude Julien, Dominique Ducharme, des conversations du matin quand les gars se croisent dans le corridor. Puis André, tu pourrais nous le dire mieux que quiconque. Les coachs et les joueurs tissent des liens, puis ça peut être aussi simple que puis comment ça va à la maison, comment va ta femme, je sais qu'elle est enceinte, comment vont les kids, je sais qu'il y avait la picote. Moi, je me trompe, ça existe peut-être pas, peut-être qu'on m'a bullshité, peut-être qu'il n'y a pas cette relation-là entre coach et joueur, mais il existe, selon ce qu'on me dit, cette relation, cette proximité-là, quand les gars arrivent, tout ça. Puis pour que tu aies cette relation-là, il faut qu'à un moment donné, tu aies eu cette conversation-là sur as-tu des enfants, t'es marié, blablabla. André, ça existe-tu, ces conversations-là? Oui, ça, c'est plus des choses qui vont se passer un à un, mettons, dans le bureau de l'entraîneur. Là. Il va dire André, hey, viens me voir, on va se jaser. Puis là, il va commencer à te parler comment ça va. Il veut juste apprendre à te connaître, la famille, comme tu mentionnes. Quand on arrive à l'aréna, c'est plus hey, salut, ça va, tout le monde est là. Fait que ça peut arriver, là, mettons, il y a eu la naissance d'un bébé la veille, ça, un des entraîneurs va se mettre à se jaser avec toi, mais quand ça devient un petit peu plus personnel, tu vas apprendre à connaître l'individu ou tu veux y mentionner de quoi par rapport à ce quoi peut-être quelque chose t'a entendu ou même dans son jeu. Je pense que ça va se faire plus à l'intérieur du bureau. Mais ce sont des choses qui, oui, se passent. Puis tu as besoin de ça en même temps pour travailler sur ta relation là, avec chaque joueur puis apprendre à mieux les connaître. Marc-André, on va, à moins que tu voulais ajouter là-dessus, là, je te donne l'occasion d'ajouter, mais on va te libérer. On t'a fait un petit peu d'extra, mais le sujet était tellement intéressant là, qu'on voulait vous entendre les deux là-dessus. Voulais-tu ajouter avant de nous quitter? Rapidement, en 10 secondes, oui, ces conversations-là existent. Comment ça va ta famille? Comment vont tes enfants? Est-ce que tu as trouvé un appartement? T'as-tu trouvé un condo? T'as-tu acheté une maison finalement? Etc. C'est des conversations qui sont habituelles, normales, entre coéquipiers, entre le staff et les joueurs. Les entraîneurs veulent apprendre à connaître les joueurs parce que leur but, c'est de soutirer le maximum de chacun de ces joueurs-là. Pour soutirer le maximum, il faut que tu les connaisses. Mais il y a toujours évidemment une ligne qu'il faut faire attention à ne pas traverser. Mais merci, messieurs, de m'avoir gardé plus longtemps. Puis je vous souhaite un bon week-end, tout le monde. Puis on se retrouve lundi. Je suis là lundi. Oui, c'est vrai, lundi, tu vas être de retour à Montréal. Oui, salut Marc-André. Merci d'avoir pris du temps. Et salutations, on en profite pour saluer les gens de l'Abitibi. Les parents de ma première blonde restaient à Lebel-sur-Quévillon. Alors... Bon. Voilà, le message est passé. Salut Marc-André. Salutations. Bye. Tu sais, pour clore la discussion, là, puis je veux qu'on enchaîne sur d'autres choses, là, mais faites juste imaginer, monsieur, madame, tout le monde, dans votre vie, là,
vous avez un nouvel emploi, vous avez un emploi ou vous avez un emploi depuis longtemps, puis le patron vient de changer, c'est un nouveau patron, puis lors de votre première rencontre, il vous demande de lui donner votre téléphone cellulaire, puis il veut voir vos photos. Non. C'est inacceptable. Attends, en tout cas, ça semble avoir été confirmé par tout le monde. Moi, ce que je comprends, là, c'est il y avait le AirPlay dans un endroit, puis on invitait les joueurs qui étaient confortables à partager des photos, puis etc. Et je crois sincèrement qu'il y en a qui n'ont vraiment pas été confortables, que ce soit ou non parce qu'il y avait des photos de boîtes dans leur téléphone, puis ils se disaient, crème, faut pas que je monte ça sur le AirPlay. Ça leur regarde. S'ils veulent pas les montrer, ça leur regarde. Mais les gars qui les ont montrés puis qui étaient contents de montrer une photo de bébé, une photo de maman, une photo de leur maison, peu importe, eux autres, ça les a pas dérangés. C'est juste, est où la ligne entre tu veux faire du team bonding puis ça, c'est intrusif dans la vie des autres. T'sais. C'est sûr que si tu disais à quelqu'un, donne-moi ton téléphone, je veux fouiller si tu es une bonne personne, drette là, tu es un TC, je vais dire ça de même. Je pense que je peux dire ça à TV. Tu es un TC. Ben oui. Puis là, on n'a pas de débat. Le débat, c'est est où la ligne entre ça dérange puis ça dérange pas. Tu sais, exemple, je vais prendre une chance. André, tu sais, tout le temps fanfaron, il y a du fun, tout ça. Quelqu'un, il aurait demandé, montre-moi une photo, il aurait montré, puis tu sais, c'est en chemin, il y a des photos de son chien, il aurait arrêté. Il aurait dit... Moi, je me trompe, André, toi, tu aurais été willing de faire ça. Ouais, willing, mais tu sais, on a toute une photo, une vidéo qu'on est plus gêné peut-être dans le mois de ça, j'en ai, là. J'ai bien des affaires que je fais quand j'ai des soirées arrosées ou ça. Mais, tu sais, c'est sûr, c'est plus personnel. C'est juste une drôle de façon de faire. Tu invites tout le monde, puis là, tu te dis, OK, là, il y a 3 gars avant moi qui a passé, qui l'a fait. Là, si moi, je ne vais pas, je pars-tu déjà dans la maison de chien, comme on dit dans le doghouse, tu sais, avec l'entraîneur. Fait que c'est juste ce côté-là, une drôle de façon de faire. Il y a tellement d'autres façons d'apprendre à connaître un individu que montre-moi ton téléphone. Là, encore là, c'est sûr qu'on a 2 versions. Boone Jenner, le capitaine, qui a dit que c'était pas si pire que ça, mais là, avec l'association des joueurs qui a envoyé Ron Hainsey, puis que supposément, ça serait plus que ça. On verra la suite, mais j'ai même parlé à Mathieu Olivier, les gars. J'ai même parlé à Mathieu Olivier, qui joue pour les Blue Jackets. Puis lui, je peux même vous dire, je pense pas qu'il serait fâché. Par texto, avant que je le mette en ondes, il m'a répondu « c'est de l'ABS ». Il n'y a rien là. Il dit c'était zéro offensant, c'était zéro, etc. Puis il est venu sur les ondes pour le dire, le confirmer. Mais sa première réaction du tac au tac par texte, là, c'était pas ouais, peut-être, je peux en parler, mais tu sais, je veux se pencher ça. Tout de suite, il a dit non. Donc, une tempête dans un verre d'eau, finalement. Peut-être. Une chance pour arriver à Montréal, parce que là, ça est encore la grosse affaire immense. Puis ça n'arrivera pas parce que l'entraîneur du Canadien, tu connais bien André, puis tu veux nous en jaser un peu. Martin Saint-Louis, qui a été ton coéquipier pendant plusieurs années, tu as gagné la Coupe Stanley. Avec lui, tu as un lien direct avec Martin, vous vous parlez régulièrement. Puis c'est pas le style à Martin, je pense vraiment pas, même s'il est allé un peu à l'école de John Tortorella. Je pense qu'il s'est très bien adapté au hockey des années 2023. Oui, absolument. Écoute, Martin, on connaît toute sa carrière. Il a tout le temps fait face à l'adversité, tout le temps été dénigré. Puis tout ce qu'il a demandé, lui, au long de sa carrière comme joueur, c'était d'avoir une opportunité. Puis ensuite, on connaît le reste, au Hockey Hall of Fame, les trophées et tout ce qui vient avec. Je pense que comme entraîneur, c'est ce qu'il a demandé. Il a dit, je veux une opportunité de vous prouver. Puis c'est quelque chose qu'il voulait faire, tu sais. Puis je sais que quand il est engagé, beaucoup d'opinions partagées par rapport à ça, parce qu'il avait coaché ses gars. Souvent, on va à l'école de la Ligue junior majeure du Québec, on passe par la Ligue américaine avant d'atteindre la Ligue nationale. Martin, c'est une exception. C'est rare là, qu'on voit ce processus-là, mais Kent Hughes, Gorton connaissait l'individu, savait qu'est-ce que sa vision de faire. C'est sûr qu'il s'était parlé avant. Je le sais une chose, comme tu mentionnais, je parlais encore beaucoup avec Martin. Puis Martin, après sa carrière, était beaucoup impliqué dans le hockey. Il parlait encore avec beaucoup de gens dans la Ligue nationale, des anciens entraîneurs. Il regardait beaucoup de matchs de hockey.
Puis il a toujours sa façon de faire. Comme joueur, il était de même. Il cherchait tout le temps à s'améliorer, à se perfectionner, devenir meilleur. Puis je peux faire une parenthèse, même moi, là, comme joueur, mettons, j'avais un rôle limité. Des fois, ça arrivait que je jouais pas beaucoup. J'étais dans l'avion, j'étais débobiné, le moral un peu à terre. Tu te sens moins dans l'équipe. Mais qui venait me voir, c'était Martin. Martin, il prenait le temps de venir s'asseoir avec moi, me parler, comme un peu me redonner confiance, me faire sentir important. On s'était affronté au hockey mineur jeune. Donc, t'es bon, André, montre-les, pense pas juste à acheter les gants, puis tu peux montrer. Puis ça m'est arrivé où j'ai eu l'occasion de jouer avec Richard Saint-Louis. Puis encore là, la façon qu'il communiquait avec moi, place-toi là, fais ci, va pas là, tu sais. C'était tous des conseils. J'étais, aïe, tu sais, j'ai jamais eu ça. Même les entraîneurs, souvent, tu avais ton rôle, puis tu le faisais. Mais tu sais, c'est ça, Martin. Mais comme entraîneur, je pense qu'il veut transmettre sa façon de jouer, de comment lui jouait comme entraîneur envers ses joueurs. Puis il a parlé beaucoup de patience, évidemment. Mais il faut qu'il y ait une progression là, qui se fait. Puis là, je repense à son quote qu'il a dit au golf, là, c'est la patience agressive. Puis je sais qu'il y a du monde qui ont un peu fait que c'est ça se peut pas être patient puis agressif, mais sa façon de voir les choses, c'est il peut être patient, mais il faut qu'il voit une amélioration là, du côté des jeunes à chaque année. Puis je pense que l'an passé, il a déjà fait un bon travail. On a vu une amélioration avec bien des joueurs. Puis je pense qu'il va continuer à pousser dans ce sens-là. Fait que moi, j'apprécie tout ce qu'il fait. Je pense qu'il faut être patient avec le processus, mais il faut faire confiance à sa façon de voir les choses parce que comme j'ai dit, c'est un exceptionnel. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'André Tourigny, il a fait la demande pour l'amener au championnat du monde comme entraîneur. Puis un gars qui fait ça, c'est parce qu'il y a du respect pour lui. Tu sais, c'est pas comme s'il se disait, voyons donc, il n'a pas fait le chemin de Gravel comme André l'a fait. Au contraire, il voit un peu comme toi que ça peut être un exceptionnel. Puis c'est Martin qui a dit, pour des raisons familiales qu'on connaît, qui avait refusé l'invitation. Seule affaire, si je peux me permettre, sans pitcher de la garnotte dans le milkshake, c'était le fun, mais là, ça prend de la progression. Là, si tu vous regardez les statistiques, on a donné autant de buts l'an 1 Saint-Louis que l'an 2. On a donné, le désavantage numérique était même pire. Souvenez-vous, là, il avait amené une petite vent de fraîcheur sa première année. Là, l'an passé, son ratio était plus bas. Là, cette année, on le veut des joueurs. Je pense qu'on veut que ça reflète également sur les statistiques d'équipe qui, je pense, appartiennent un peu plus peut-être à Martin Saint-Louis. Moi, je l'aime. Tout est fantastique. Son discours, je suis pendu à ses lèvres. Je fais juste dire que ce qu'on demande aux joueurs, on le demande aux coachs aussi. On veut voir une progression. L'autre côté, c'est sûr qu'il y a eu bien des blessés, puis on est très jeune. Il faut regarder ce facteur-là. Les buts contre dans les filets, c'est sûr que tu n'as pas un Carey Price en arrière, sans dire que Montembeault-Allen ne faisait pas du bon travail, mais c'est pas Carey Price. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une amélioration cette année. Espérons que l'équipe reste en santé. On ne vise pas je pense pas qu'on voit la Coupe Stanley, là, pour être réaliste, mais il va y avoir une progression qui va se faire. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas attendre 5-6 ans et dire « Ouais, ben là, on parle d'être patient. » C'est sûr qu'au bout de 2-3 ans, l'an prochain, là, d'après moi, il faut commencer à avoir vraiment une équipe qui est vraiment en série ou qui frappe à la porte, en tout cas. Là. Hey, André, un camp d'entraînement, là. C'est-tu le fun pour un joueur de hockey? Là, nous autres, on est excités. Le camp des recrues, le tournoi des recrues, camp de sélection. Les gars sont sur la glace depuis le mois d'août. C'est-tu le fun, un camp d'entraînement où, tu vas me dire, pour les vétérans, c'est moins le fun. Pour les jeunes, c'est plus le fun. Mais tu sais, de façon générale, puis t'en as connu des camps d'entraînement, puis honnêtement, ça ne va pas toujours être simple là, avec Torts. Ouais, non, moi, j'étais pas je tripais pas, mettons, sur les camps d'entraînement, je dois dire. M'en doutais un peu. Il y a les tests physiques, il y a beaucoup de patins, c'est nouveau. C'est comme, là, on part. Tu sais, il y a une chose de s'entraîner l'été. On s'entraîne tous, on est en gymnase sur la glace, on fait attention à ce qu'on mange. Puis aujourd'hui, c'est encore pire, là. On est tellement bien entourés. Les jeunes, ils font ça à l'année. Mais tu sais, quand tu arrives en camp d'entraînement, surtout avec John Tortorella, on a entendu parler, ces camps d'entraînement, là,
comme j'ai dit, tu as beau t'entraîner puis te pousser l'été quand tu arrives au camp. Avec John Tortorella, dans le fond, là, la première journée, puis c'était tout chronométré. Lui, c'est un maniaque des tests physiques, c'est important. Il chronomètre tout, il demande un certain temps. Donc, on faisait le 3 x 15 tours sur la patinoire. Je veux dire, ça rentrait dedans. Le lendemain, c'est 6 fois 3 tours, ça a l'air de rien. Le premier, deuxième, troisième, c'est pas 4, 5, 6e. Ce qui arrive, là, c'est que là, tu commences à avoir mal à l'aine, au bas du dos, ça travaille vraiment. Puis le lendemain, c'était dehors, à l'extérieur. On faisait un 3-mile run, ce qui est 5 km là, dans un anneau autour d'un terrain de soccer. Mais lui, c'était super important. Il demandait des temps. Puis, hey, tu sais, t'as beau, comme j'ai dit, là, tu t'entraînes tout l'été pour ça, mais quand le camp commence, puis tu passes à travers tout ça, ton corps fait mal, c'est plus difficile, là. Mais ça c'était une chose. Fait que je tripais pas là-dessus. Mais l'autre chose, moi, je pense que c'est aussi quand les matchs commençaient, dans mon rôle, c'était d'affronter tout le temps les jeunes. T'sais, mettons, on jouait Caroline, ben il y avait tout le temps des jeunes qui voulaient jeter les gants pour se prouver. Fait que c'est sûr, un rôle comme le mien, tout le temps, faire face à des jeunes qui venaient un peu me défier pour se prouver. Ce que j'avais fait également, c'est ça, des jeunes loups. Ça, c'était au moins le fun, parce que tu disais, hey, c'est les pré-saisons, ça commence, puis déjà là, on est après jeter les gants, puis il faut que je fasse face à des jeunes. J'ai 82 matchs en avant de moi, plus les séries. Donc, mais tu sais, c'est sûr que ça, c'est ce côté-là, c'était au plus... jamais moins ça, mettons. Là, t'sais. André, dis-moi la vérité, là. Stort, entre autres, là. T'es-tu déjà arrivé, mettons, avec une poutine en trop? Oui. Ah oui, je me rappelle. Parce que lui, comme j'ai dit, Torts, là, il prend, on fait des weigh-in, là, fait qu'il faut embarquer sa balance, puis il regarde notre poids tous les jours. Évidemment, l'année d'avant, oui, à tous les jours, on va sa balance. Le lendemain d'un jour de congé, je veux dire. T'sais, mettons, souvent le dimanche, on était congé, lundi, tout le monde sa balance, puis il les écrit. Là. Lui, c'était super important. À la fin de l'année, il avait tout pris nos poids. Fait que là, tu embarques sa balance. J'arrive au camp, évidemment. Moi, avec mon rôle, je fais plus de upper body, donc plus de force physique au niveau du haut du corps. J'avais pris, je pense, 10 livres, là, 10, 11 livres facile. J'étais arrivé au camp, j'étais plus pesant. Quand j'ai fait la course, là, le 3000, j'ai fini dernier du camp. J'étais pesant, j'étais en train de souffrir. Plus, je suis pas le gars qui aime courir, là. Fait que, puis je comprenais pas, moi, le fait de faire une course de 5 km avec le joueur de hockey, puis tu vas me juger par rapport à ça. Ça, j'ai toujours eu de la misère. Juge-moi sur qu'est-ce que j'apporte sur la patinoire, pas que j'arrive le dernier au camp à faire un marathon de un 5 km, là, exemple, mais j'étais arrivé au camp 10-12 livres dans plus. Déjà là, quand j'embarque sa balance, sa face voulait tout dire. Là, comme quand il m'a vu, je pense que j'étais à 229 livres. Quand j'avais fini à 220, 219 livres. Fait que j'étais autour de 230. Torres déjà là, wow, tu sais que c'est ça, mais là, déjà là, d'un test physique, ça sortait pas comme je m'étais amélioré. C'était plus, j'ai pris de la masse là, pour un peu le rôle que je fais, mais... C'est sûr que je n'étais pas un gars qui mangeait super bien. J'aimais ça me gâter une fois de temps en temps, la pizza, puis j'allais manger au Steak and Shake. C'est comme un Five Guys aux États-Unis, puis je m'en permettais une fois de temps en temps, mais ça paraissait ça agace. Puis le lundi, balance. Là, fait que, hey, je t'arrête. Je t'arrête, André. Juste le temps de dire aux gens, venez nous rejoindre de l'autre bord. André a une anecdote sur son premier camp. Salut, man. André, ton premier camp à Boston, je pense que c'est en tant que recrue, tu as des anecdotes pas pires. Ah ouais, bien, c'est sûr. Parce que là, c'est le camp des recrues, puis je jasais de ça avec Yannick. Encore là, le camp d'entraînement, puis je l'ai dit souvent, moi, il faut que je dise que quand je suis arrivé à mes premiers camps d'entraînement à Boston, là, j'ai 19 ans, 20 ans, j'étais intimidé. On dirait mentalement, je suis pas prêt. J'étais avec des hommes, j'étais impressionné. À Boston, il y avait Cam Neely, il y avait Adam Oates, Rick Tocchet, évidemment, Raymond Bourque.
il y a des gens, des gars, je veux dire, que j'ai regardé, que j'ai apprécié, puis là, je me retrouve avec eux autres. Fait que mentalement, j'ai toujours trouvé ça plus difficile. Mais pour l'anecdote, je me rappelle, je suis repêché, je m'en vais à mon premier camp d'entraînement. Mon père qui est fier, que Yannick a rencontré en Floride, il habite en Floride à cette heure. Mon père, ouais, petit Gilles, il est 5 et 9, mon père. Le monde, ils sont là. Voyons, non, c'est ton père, ben ouais. Mais mon père, il est fier, il veut venir au camp d'entraînement avec moi. Je vais t'amener au camp, fait qu'on part, on s'en va. Puis l'aréna de pratique des Bruins, c'est à Wilmington, Massachusetts. Mais des Wilmington, il y en a plusieurs. Dans ce temps-là, on n'a pas la map GPS, c'est des maps en papier, tu sais. Fait que là, mon père, il a fait le trajet, ça, sauf qu'il avait mis Wilmington, Connecticut. Je pense qu'il y en a un Connecticut, ou en tout cas, c'est un État plus au sud du Massachusetts. Ça faisait un bout qu'on roulait, puis à un moment donné... Boston, on sait que c'est 5 heures, mais c'est là, on est rendu à 6 heures, puis on arrêtait à des stations de gaz pour demander des informations. C'est ça qu'on faisait à l'époque, tu sais. Fait que là, à un moment donné, mon père réalise, je me suis trompé, puis là, finalement, on avait une réunion à 6 heures à l'hôtel. Je suis arrivé là-bas, je pense qu'il était 7h30, 8 heures le soir. J'arrive dans le lobby, moi, là-bas, le kid avec sa poche de hockey et sa valise. Je m'en viens au camp, j'ai manqué le premier meeting. Tout le monde me regardait. J'avais l'air vraiment, OK, le gars qui est pas sérieux, là. Hey, je me sentais mal. Là, tu sais, l'annonce Snickers, tu veux t'en aller, wanna get away, ben c'était moi, j'étais tellement mal. Mais là, ça continue le camp. Mon père est tellement fier encore. Deuxième jour du camp d'entraînement, évidemment, il y a des matchs blanc contre noir, il y a des groupes, t'embarques sur la glace. Moi, je suis dans la chambre d'un corridor sur une chaise, je fais une recrue, ce qui est normal. Fait que je finis ma séance d'entraînement, je débarque de la glace, puis là, évidemment, je suis à mon petit casier, je place mes affaires, mais j'entends une voix au loin, ça me dit quelque chose. Là, à un moment donné, je me reviens d'abord, je regarde, puis mon père est rendu dans la chambre des Bruins de l'aréna de pratique. Il est en train de jaser avec les dépisteurs, tous des gens de l'organisation. Puis là, je suis là, qu'est-ce qu'il fait là? Là, je suis mal encore. Tout le monde se demande c'est qui. Lui, c'est le seul qui n'a pas un manteau avec le logo des Bruins de Boston. Fait que là, je vois mon père, puis là, un moment donné, je m'en vais vers lui dans la chambre, il y a un scout s'en vient. « Hey, your dad, ton père est là, c'est un bon monsieur, gentil. » Ben ouais. Là, je suis là, « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, j'étais sur le bord, mais il m'a jasé. J'ai dit, j'aimerais ça voir la chambre. Ils m'ont dit, rentre, pis tout. Je dis, tu peux pas faire ça, père, voyons donc. On est dans la Ligue nationale. Ah oui, c'est la Ligue nationale. Tu sais, j'ai pas fait l'équipe à rien. C'était gênant, là. Mais tu sais, je comprends mon père qui était fier puis qui voulait comme voir tout, mais je pense qu'il était un petit peu trop tôt pour aller puis faire ça. Tu sais, peut-être que j'étais établi comme joueur 1 an, 2 ans dans la Ligue, puis il est là. Tu sais, je sais pas, je l'aurais fait rentrer. Mon père, il a tellement de la jasette, il a réussi à rentrer là, puis là, tout le monde, who is that? Là, j'étais, I don't know. J'étais gêné, le monde me demandait, c'est qui le gars là? T'étais gêné de dire que c'était ton père. Ah ouais, puis il regardait, hein, Raymond Bourque, t'es assis là. Hey, c'est formidable, ça, hein, André? Puis là, je suis là, passons d'ici, là, peux-tu sortir d'ici? En tout cas, c'était ça, mon père, tu sais, il a un père histoire fier. incroyable. Ah ouais, là, la morale de cette histoire, c'était pas méchant, mais c'était juste pas à la place. C'est ça, exactement. Les Bruins t'ont échangé pas longtemps après. Là, en ce temps, on sait pourquoi. Ben oui, c'est ça. Tu sais, j'ai fait mon 3 ans. Tu sors du junior, j'ai signé mon entrée de contrat de 3 ans. Puis après ça, ils m'ont libéré. Puis je comprends peut-être, ils ont dit, hey, lui, son père, là, il était un peu trop intense. On se débarrasse de lui. Mais ah ouais, tu sais, c'était un père fier, tout, là. Mais c'est ça. Mais c'était un peu gênant. Ouais, non, mais là, il faut juste que je dise une chose. Les gens ne connaissent pas ton père, mais moi, je le connais. Puis c'est vrai qu'André il a fait l'analogie. Son père, il n'est pas grand, 5 et 9. André, il est 6 et 3, 6 et 4. Mais quand tu connais Gilles,
tu sais que c'est le père André parce qu'ils sont pareils, les deux. Ils sont pas gênés, puis c'est des bons raconteurs, puis des bons vivants. Puis là, j'imagine Gilles qui, lui, ben oui, la chance, hein, la porte est ouverte, on y va, puis on jase. Mais c'est vrai que ça doit être embarrassant. Mais ce que je retiens de ça, c'est... Prendre ta douche avec les gars. Oui, c'est ça. Ou il continue, puis il est assis avec le coach dans le bureau, en train de jaser de ton utilisation. Hey, c'est du bonbon, André, cette histoire-là. Je suis certain que les gens ont apprécié. Il jase aux abords de la douche, puis il donne les serviettes au gars, puis lui, tout est correct. C'est ça. Hein? Oh, ouais. Il nous aurait même pas été surpris. Hey André, c'est du bonbon ton histoire, c'est le fun. Puis je sais que tu vas nous raconter quelques-unes comme ça tout au long de l'année. On est bien content de t'avoir dans notre équipe. Puis c'est parti. C'était ta première. Je sais que tu étais un peu nerveux, mais tu as super bien fait ça. C'était bien intéressant. Puis on va se reparler la semaine prochaine, les gars. Super. Merci beaucoup, Yannick, Martin. Continuez votre bon travail. Ciao, buddy. Attention à toi. Salut, les gars. On se reparle. Salut, André. Ouais, des petites anecdotes comme ça, je pense qu'il va nous raconter quelques-unes au cours de l'année. Je suis pas mal convaincu. Donc, merci André, merci à Marc-André Dumont également pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. À toute notre équipe, encore une fois, en régie, un gros merci. Valérie Gautran, réalisation mise en ondes. Mathieu Bédard aux médias sociaux également. Anouk Grignon-Langlais, toute l'équipe de Sport 30. Franchement, un immense merci. À l'aube de ce week-end, je vous rappelle qu'on sera là lundi sur le coup de midi avec Marc-André Dumont et Gilbert Delorme. Oui, puis il y aura eu 2 matchs des recrues de jouer, puis il y en aura un immédiatement après notre émission sur le web. Ça va être aux alentours de 13h, je pense, ou 13h30 lundi. Ouais, donc, immédiatement après on jase, ça sera ce 3e match. Et d'ailleurs, on va aller retrouver en direct de Buffalo vers 12h30, 1 heure avant le début du match, Gaston Terrien qui va nous parler un petit peu des 2 matchs au week-end et du match qui va suivre en après-midi après nous. Donc, ça va être le fun. Et les matchs sont présentés sur le rds.ca, Martin, en passant. Fantastique. Yann, merci. Merci. Tu as fait les remerciements à tout le monde? Hein? Tout est fait, mon chum. Ben, le temps de vous dire merci à vous, les jaseux. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle lundi.